Bonjour, c'est Sandy Ribert. Je suis journaliste sportive et au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des champions et des championnes de haut niveau qui m'ont partagé leurs histoires et leurs expériences durant nos interviews. Les sportifs ont une capacité de résilience hors du commun qui peut tous nous inspirer au quotidien. Comment ces athlètes embrassent-ils le haut niveau ? Comment se relèvent-ils et combattent avec pour unique but être haut niveau ? Épreuve, persévérance, rigueur, sacrifice, victoire, résilience. Bienvenue dans Haut Niveau. Un podcast Chérie FM. Nous recevons aujourd'hui Séraphine Okemba, vice-championne olympique de rugby à 7, élue meilleure joueuse internationale française en 2020. Une athlète hors norme de par sa maîtrise du jeu, mais aussi cette maîtrise de la résilience. Et on va en parler. Nous sommes ravis de la recevoir aujourd'hui dans Haut Niveau. Bonjour Séraphine. Salut Sandy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, je suis très très honorée d'être ici. Avant qu'on se mette sur ta ligne chronologique, j'ai préparé une petite bio. Séraphine, tu es née le 3 décembre 1995 à Dreux, en Eure-et-Loire, dans une famille plutôt de basketteurs. Ton jumeau, ton frère aîné, ta cousine s'illustre à haut niveau dans ce sport. Mais toi, tu as un peu l'esprit de contradiction, tu veux te différencier. Alors, tu te lances dans le volley. Mais c'est ton professeur de PS à 16 ans qui t'encourage à prendre une licence en club après avoir constaté tes aptitudes et ton aisance au rugby. Passé brièvement par le rugby à 15 au Stade Rennais, au Stade Toulousain puis au Saracens en Angleterre. Tu as toujours préféré le rugby à 7. C'est en septembre 2017 que tu portes le maillot tricolore pour la première fois au Japon. Et pour ce grand baptême, tu inscris même un essai. Rapidement, tu brilles avec l'équipe de France au point de devenir la meilleure marqueuse lors du tournoi de qualification olympique à Monaco en juin 2021. 2 mois plus tard, vous décrochez la médaille d'argent olympique à Tokyo. C'est tout bon ? T'as tout bon. Ça fait chaud d'entendre son palmarès. Ça fait bizarre d'entendre quelqu'un parler de sa vie comme ça, non ? Ouais, c'est touchant. Bon, écoute, tant mieux si j'ai touché au bon endroit. Séraphine, en t'invitant dans ce podcast, je t'ai demandé de réfléchir à 3 dates qui ont marqué ta vie et ta carrière, qu'elles soient positives ou négatives. Les 3 dates qui font Séraphine Okemba en quelque sorte. Elles sont venues rapidement, ces 3 dates ? Assez rapidement, parce que c'est vraiment des dates qui m'ont vraiment marqué et surtout bouleversé dans ma vie. Et bouleversé, je sais pas si je pourrais dire positivement ou négativement, mais... Elles ont changé quelque chose. Elles ont changé quelque chose, ouais. Bon, alors on va se mettre sur cette ligne chronologique imaginaire. Où est-ce qu'on se trouve dans ta vie ? C'est quoi cette première date ? Cette première date, c'est août 2015, donc c'est le moment où je décide de partir en Angleterre, jouer chez les Saracens. À ce moment-là, j'arrive à une période de ma vie où j'ai loupé mon année d'anglais. Donc, je faisais de l'anglais et je débutais le rugby. Dès le départ, quand j'ai commencé le rugby, ma mère ne voulait pas que je joue au rugby parce que, sport de garçon, sport violent. On va se faire mal. On va se faire mal. Et puis, en plus, les études, c'est beaucoup plus important parce que le sport, c'est qu'un loisir. Donc, ça veut dire que je ne vais pas en vivre plus tard. Et moi, parce que je suis têtue et esprit de contradiction, j'ai quand même envie de jouer au rugby. Et puis, 3 mois après, j'ai été appelée par le top 100. Je vois que j'ai une porte ouverte. Tu vois que tu as le talent, en fait. Voilà. Et tu as envie de l'exploiter, ce talent. Exactement. Donc, j'y vais, je fonce. Mais la première année, finalement, quand j'arrive au Stade Rennais, ça se passe pas comme prévu. Je loupe mon année scolaire. Le rugby, c'est pas trop ça, parce que je connaissais pas les règles non plus. Et il y en a beaucoup des règles au rugby. J'ai vraiment beaucoup à apprendre. Et je me dis, mais je peux pas dire à ma mère que déjà j'ai raté mon année et qu'en plus le rugby, ça marche pas trop, quoi. D'accord. Donc je me dis, il faut que je trouve un moyen pour corréler les deux. Je me dis, je vais partir en Angleterre parce que quand même la culture anglo-saxonne au niveau du rugby, on sait que le rugby là-bas c'est une histoire de famille, de cœur. C'est vraiment c'est très important. Voilà, c'est très important. La France et l'Angleterre, on est quand même des grands ennemis. Le crunch. Si vous connaissez pas, c'est vraiment la battle dans le rugby, c'est France-Angleterre, quoi. Et là tu dis, je vais aller chez les ennemis apprendre le rugby. Exactement. Honnêtement, c'est aussi par entre guillemets honte, je me dis je peux pas rester au même endroit. J'ai pas envie que ma mère pense que je suis en échec et c'était aussi un moyen de fuir d'une certaine façon. D'accord. Donc je pars seule et je me dis de toute façon il va falloir que j'y aille et j'ai la chance donc David Courtex qui m'entraîne donc actuellement qui était en contact avec des staffs d'équipe en Angleterre. Okay. Les Saracens m'ont contacté, j'y suis allée. Je me dis il va falloir que je trouve un travail. J'avais pas forcément un bon niveau d'anglais. C'est là où je me suis rendu compte que finalement mon niveau d'anglais n'était pas très moyen. Voilà. Et donc tu as fait FI au pair, c'est ça? Et donc j'ai fait FI au pair.
J'ai fait fille au pair et donc j'ai pu améliorer mon anglais et surtout jouer au rugby et progresser à une vitesse. Bon, alors, tu arrives là-bas, ça se passe bien, tu apprends l'anglais. Tu te sens un peu seule, je crois aussi. Je me sens un peu seule parce que finalement, quand on ne parle pas la langue correctement, quand on ne peut pas s'exprimer comme on a envie, c'est difficile. Donc, j'avais commencé à beaucoup me renfermer. D'accord. Et je me suis dit qu'à la fin de la journée, même si je me sens isolée, il faut que je me centre sur le rugby. D'accord. C'est-à-dire que j'ai envie de performer, j'ai envie de progresser. C'est-à-dire que j'étais vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, centrée sur le rugby. Donc, c'était compliqué pour toi, finalement, de te faire une place dans cette team? Comment ça s'est passé avec l'équipe? Au début, c'était compliqué de m'intégrer. Alors, j'ai quand même eu la chance, il y avait une Belge qui parlait un peu français, une Canadienne également. Et vous avez fait votre petit clan de francophones? Pas forcément, parce que je suis quand même de nature assez introvertie. Et donc, même pour m'ouvrir, c'était compliqué. Okay. Le moyen de m'exprimer que j'avais, c'était le terrain. Donc, c'est par ce biais-là que je me suis intégrée, en fait. D'accord. Donc, ça se passe bien, cette première année de rugby. Et puis après, c'est quoi la suite? Sur le rugby, ça se passe plutôt bien. En plus, j'arrive vite en première division, parce que quand je suis arrivée, je parlais pas forcément bien anglais, donc je pouvais pas jouer ce qui est équivalent à l'Elite 1 ici en France. Okay. On gagne aussi le titre de championne d'Angleterre, ce qui était incroyable. Oui. J'ai plusieurs fois aussi été élue joueuse du match. Alors j'avoue que ça, je le découvrais parce qu'on faisait pas ça à l'époque en France. Et donc là, ça se passe bien, et après? Je connais ma première sélection en moins de 20, donc rugby à 15. Donc ça veut dire que l'équipe de France t'a appelé pour aller jouer avec les moins de 20 ans. C'est ça. Donc j'ai sélectionné en équipe de France de moins de 20 ans. Alors c'était marrant parce qu'à l'époque, on jouait seulement contre l'Angleterre. Oui. Il y avait 2 matchs. On les a gagnés brillamment. Super. Et puis après, j'ai enchaîné une sélection en équipe de France développement, donc rugby à 7. Donc il y avait le tournoi à Dubaï où j'ai pu participer. Et après ça, je suis revenue en France. Donc j'ai joué au Stade Toulousain. D'accord. Et finalement, je repars. Et tu repars où? Au Saracens. Ah ouais, d'accord, très bien. Il te rappelle ou tu te dis non, c'est pas fait pour moi? Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment apprécié mon année en Angleterre. Et en fait, c'est bête, mais le fait d'être seule, le fait de se dire que tu peux compter que sur toi, ça m'a fait du bien. Je voulais retrouver cette sensation, cette autonomie et surtout ce mécanisme, parce que je pense que ça a impacté aussi ma façon de jouer au rugby. Parce que je sais que dans ma façon de jouer, je suis quelqu'un qui va prendre beaucoup de décisions et beaucoup d'initiatives. Je commençais à perdre ça en fait en revenant. Ok. Alors que, je vais te dire un truc tout con, mais dans le jeu, moi, je suis pas la joueuse qui va faire beaucoup de passes ou faire jouer les autres. Moi, je vais foncer, quoi. Il y a un but ultime, l'objectif. Exactement. Voilà, ok, très bien. Et ça collait plus avec ma façon d'être, ça collait plus avec mon caractère. Et ça collait plus au rugby anglais? Exactement. Donc David Courtex, qui m'entraîne actuellement, m'a appelé pour mon premier tournoi à Kitakyushu au Japon, où je fais ma première sélection en équipe de France à 7. D'accord. Et ça, c'est en quelle année? 2017. 2017. Et tu portes vraiment le maillot tricolore des grands. C'est ça. En 2017 au Japon. Ce qui est drôle, c'est que tu auras ta médaille au Japon de nouveau, quoi. C'est ça. Fou. Raconte-nous tes premiers pas avec cette équipe de France. Donc toi, tu joues en Angleterre. Ton arrivée, elle se passe comment? Parce que du coup, t'es un peu celle qui allait t'entraîner un peu chez l'ennemi, quoi. Alors c'était marrant parce que même au niveau des adversaires, on a joué. Avant c'était l'Angleterre et pas la Grande-Bretagne. Ouais. Donc on jouait contre les Anglaises. Donc moi je jouais contre mes coéquipières au final. Ah oui. Donc c'était assez marrant, mais j'avoue que mes premiers débuts, j'étais très très stressée. Pourtant j'avais rêvé de ce moment-là. Qu'est-ce qui te stressait? J'avais cette sensation de perte de contrôle. C'est-à-dire que j'avais tout donné, j'avais tellement bossé pour ça, et une fois que je l'avais entre les mains, je savais plus quoi en faire. Et c'est là que je me dis quand même, avec le temps, quand tu es accompagné, c'est bien de remettre du sens à ce que tu fais, de retrouver pourquoi tu fais les choses. Et je me rappellerai toujours, mais Rose Thomas, donc une joueuse de l'équipe de France à 7, qui m'a dit « mais arrête de réfléchir et joue parce qu'on n'a plus le temps ». C'est vrai, elle t'a dit ça? Elle m'a dit ça. C'est drôle, parce qu'elle voyait que tu cogitais? Oui, ça se voyait, j'arrivais pas à retrouver ma nature, mon jeu. Je jouais pas comme avec ce que j'étais. Moi, quand on me voyait jouer, la raison pour laquelle on m'a repérée, c'est parce que je suis une joueuse, je vais vite, je prends des couloirs, j'y vais à fond et je passe les bras. C'est ma façon de jouer. Et là, j'avais un style de jeu qui ne me ressemblait pas. Et même dans la vie, quand on veut ressembler à quelqu'un d'autre, on n'est pas aligné, c'est pas nous-mêmes. Mais alors, comment tu as trouvé du sens? Comment est-ce que tu as arrêté de réfléchir? Je me suis posé la question qui je suis, qui j'étais et pourquoi je faisais ça. Oui, c'est un sport collectif et pour être au service de l'équipe, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même. Donc, c'est ce que tu as fait et ça a marché? Et ça a marché. Donc, tu as trouvé ta place dans l'équipe? J'ai trouvé ma place dans l'équipe, ouais. Et vous avez gagné la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. Raconte-moi cette journée un peu particulière. Franchement, c'était incroyable et je ne saurais même pas expliquer, mais dans la vie, en tout cas à ce moment-là, tout était aligné. Ah ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de stress ou de prise de tête. Alors, c'était très particulier parce que Tokyo, il y avait le Covid. Les gradins étaient fermés, il n'y avait pas de public, ouais. Donc, c'est vrai que cette notion de stress, elle était moins importante que... Bon, on verra bien à Paris. Hein. Il va y avoir beaucoup de monde à Paris. Exactement. On verra bien à Paris, mais c'était comme si tout était fluide. Et encore une fois, je maintiens que quand on est vraiment aligné avec soi-même, tout devient simple. Et c'est vrai que Tokyo, c'était extra. Bon, donc médaille d'argent. Dans quelques mois, on a Paris. Comment tu abordes ces Jeux ? Avant qu'on passe à ta deuxième date, comment tu les sens, ces Jeux ? Tu vas avoir une énorme ferveur, c'est ce que tu disais. Exactement, ça va être différent, il va falloir gérer ça. Après, l'avantage, c'est que là, par exemple, je reviens d'Hong Kong, il y avait 120 000 personnes au stade. Donc on a... 120 000 Oui, c'était impressionnant. Donc on a les moyens de se préparer, mais la façon dont j'aborde Paris, parce qu'au final, on aura beau se préparer, mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Je me centre vraiment sur l'objectif, c'est la médaille d'or. Je me centre vraiment sur ça, exactement le même process que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de rester concentré sur un objectif et c'est ça qui a payé, en tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, Écoute, il y a 4 ans, c'était la médaille d'argent. J'ai envie de dire, à Paris, c'est l'or. Ça me paraît complètement logique et vous êtes quand même parmi les favorites. Donc voilà, tu vas continuer à beaucoup travailler jusque-là. Donc, tu as ta médaille, vous rentrez de Tokyo, c'est la célébration, médaille d'argent, voilà, tu as trouvé ta place dans l'équipe, tout va bien. Et c'est une deuxième date qui arrive dans cette ligne chronologique qui est très importante pour toi. Oui, c'est 13 septembre 2021. C'était très particulier. Donc, en plus, j'étais en famille à Toulouse. Je célébrais la médaille d'argent. Ouais. Et ce jour-là, c'est aussi le jour où on devait remonter à l'Élysée, justement pour fêter... les médaillés. Mais ce jour-là, donc j'ai perdu aussi mon cousin qui est décédé d'un accident de moto. Et j'étais tiraillée un peu entre l'idée de faire la fête, clairement, bien sûr. ou d'être en deuil avec ma famille. Je vais pas le cacher, j'ai même pas été avec ma famille. Ça a été dur. Parce que ce qui est particulier, c'est que mon cousin, je m'en occupais personnellement. Oui. J'ai payé ses études, son logement. Il était au Congo et comme... le Congo, voilà, situation un peu particulière, surtout en ce moment. Donc, j'ai fait partir au Sénégal parce qu'il voulait faire du droit. Donc, il est parti seul. J'ai payé son billet d'avion. Enfin, vraiment, je m'occupais de lui. Et j'avais un peu cet espoir de me dire que j'allais lui offrir un meilleur avenir. Et quand ça s'est arrêté, je lui avais envoyé des sous et je me dis, c'est pas possible. Ça a été dur et je partais de Toulouse, donc je voulais pas remonter sur Paris, mais je voulais pas rester à Toulouse. J'ai tout remis en question. Alors oui, j'étais hyper contente d'avoir une médaille d'argent. Tout le monde était content, mais en fait, demain, tout peut s'arrêter. Demain, on peut mourir, quoi. Et je me suis dit, la valeur de tout ce que je veux, est-ce que c'est si important que ça ? Si je pars demain, qu'est-ce qu'on va retenir de moi ? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne de moi ? Donc ça a été un peu ce cheminement, en tout cas cette journée-là, et puis j'imagine les journées qui ont suivi. Mais quelle a été ta décision ? T'es montée à Paris ? Je suis montée sur Paris, et même on le voit sur la photo avec le président, j'ai quand même les yeux gonflés. Ça n'a pas été évident, mais je me suis dit que j'allais prendre sur moi. Puis j'ai quand même fait l'effort d'aller en famille. D'accord. Après, j'ai préféré m'isoler. Bien sûr. Est-ce que tu as remis ta carrière en question ? J'ai tout remis en question, honnêtement, et même ma façon de célébrer les choses. Ah oui ? Parce que je me suis dit, mais au final, je fournis quand même beaucoup d'efforts au quotidien, je fais des sacrifices pour une médaille. Et je me dis, mais c'est si important que ça ? Ou est-ce que la valeur de la famille, est-ce que ce que je vois au quotidien, c'est pas plus important ? Et c'est là, honnêtement, après ce passage-là de ma vie, je me suis dit que c'est sûr que les gens vont retenir les médailles, le palmarès. Mais moi, personnellement, ce que j'ai envie de retenir, c'est tout le chemin. C'est tous les efforts que je fais au quotidien. C'est tous ces petits moments que je passe avec des enfants. J'aime beaucoup les enfants, échanger. C'est dans la transmission ? Exactement. Avec les enfants ? Ouais. Donc, tous ces moments-là, je me dis que c'est ça qui est plus beau et c'est ça qui est le plus important. Alors évidemment, ça va pas m'empêcher de donner le maximum et d'être déterminée pour aller chercher des titres. Ça va pas m'empêcher de tout donner. Mais en revanche, que moi, individuellement, j'ai envie de retenir, c'est le chemin. C'est ça qu'on perçoit pas, nous, comme des mortels. On vous voit briller sur des podiums, mais les gens ne se rendent pas compte, en fait. Tu parlais de sacrifices, c'est vraiment des sacrifices, c'est que c'est beaucoup de remise en question. En plus, dans ton sport, il y a aussi, on se fait mal, on se relève, on a des blessures, et il faut revenir, et il faut être au top, et on nous attend au tournant, et c'est vraiment beaucoup de pression sur vos épaules, surtout quand on représente l'équipe de France, quoi, tu vois. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de t'entraîner ? Pas directement. Pour performer, il faut s'entraîner d'une certaine façon, donc il faut aller au bout, quoi qu'il arrive.
Mais ça a surtout changé mon regard sur les choses. C'est-à-dire que ma perception sur, je vais dire, le monde d'une certaine façon. D'accord. Okay. Et même mes échecs. Est-ce que tu dis c'est pas si grave? Tu te dis maintenant c'est pas si grave. Ouais. C'est pas si grave. Donc tu te remets un peu plus vite de l'échec peut-être. Je pense que l'échec, c'est une perception. D'accord. Est-ce que je peux te prendre comme exemple y a des photos où on voit cette double perception en fonction de d'où tu te situes. On va pas forcément voir la même chose. Ouais. C'est-à-dire que là où une personne verra un échec, peut-être qu'une autre personne verra une opportunité. Et c'est aussi ce que tu en fais de l'échec. Exactement. Si ça te permet d'être meilleur derrière, heureusement qu'il était là l'échec. Exactement. C'est le petit caillou sur la route, quoi. C'est ça. Mais ça, c'est un peu ce que vous avez, vous, en mental de champion. Il faut vite digérer l'échec, en fait. Ouais. Et puis surtout quand on est en équipe, non ? Surtout en équipe. Alors, l'avantage d'être en équipe, c'est qu'on n'est pas seul. Là, on est en train de discuter, donc c'est facile. Parfois, quand tu vis quelque chose de dramatique, tu te dis, ouais, mais on me dit l'échec, c'est qu'une perception, mais les gens ne se rendent pas compte que... Ouais. Mais en équipe, on a l'avantage de pouvoir se soutenir. Mais il y a aussi le revers de la médaille d'être en équipe, c'est que tu gagnes à plusieurs, mais tu perds à plusieurs alors que c'est pas forcément de ta faute. Ça doit être un peu compliqué aussi. C'est-à-dire que tu dois aspirer l'échec de tes coéquipières qui n'étaient pas très en forme ou pas focus dans le match à ce moment-là. C'est compliqué, oui et non. Et je vais dire que c'est comme dans la vie, en fait. Dans la vie, on n'est pas maître de tout ce qui arrive. Il y a plein de choses qui ne sont pas entre nos mains. Ça fait partie du jeu et, entre guillemets... Faut respecter. Voilà. C'est pour ça que j'adore le rugby, parce que c'est exactement comme la vie. On tombe, on se relève, on est en collectif. Dans la vie, il y a toujours des gens qui nous entourent. Ouais. Et on est toujours avec les uns les autres. Et puis, l'arbitre, la vie, on n'est pas maître de tout. Oui, c'est une belle vision de la vie, en fait. Je l'avais jamais vu comme ça, le rugby, t'as raison. Pourtant, j'en regarde beaucoup. Et par rapport à la disparition de ton cousin, est-ce qu'aujourd'hui, parfois, quand tu gagnes une médaille, un match, tu penses à lui, il est au-dessus ? J'y pense parce que j'ai quand même ce truc où je me dis... mon rêve, quand même, aurait été qu'il vienne me voir jouer. C'est un cousin que j'ai très peu vu dans ma vie, parce que il était en Afrique. Donc, je le vois, mais j'ai écrit une chanson justement pour lui, parce que je fais aussi de la musique. Et toujours, ce que je me dis, c'est que à travers mes yeux, je le vois. Quoi qu'il arrive, quand je fais les choses, je sais qu'il est quand même fier de moi, quoi. Et comme lui, sa vie s'est arrêtée prématurément, tu vis les choses pour lui peut-être à fond aussi. C'est ça. Depuis son départ, j'ai sorti aussi un titre de musique. Donc, je fais de la musique, j'écris et je travaille sur un dessin animé en même temps. Donc, toutes les idées que j'ai en tête, j'essaie d'en faire quelque chose. Alors, le titre qui est sur toutes les plateformes, c'est Not Alone. OK. Donc, Séraphine. Donc là, c'est en anglais, mais je prévois de sortir un album, justement, dédié aux Jeux Olympiques. Oh. Parce que je trouve que... On parle beaucoup des sportifs, mais c'est dur de transmettre réellement ce qu'on vit. Mm-hmm. Par les mots. Et la musique, tout le monde écoute de la musique. La musique, c'est émotionnel. On ressent les choses grâce à la musique. Donc, je me dis que le meilleur moyen aussi de partager ce qu'on vit réellement, c'est la musique. Mais en plus, vous n'êtes pas beaucoup de sportifs et d'athlètes à vous lancer dans la musique. Donc, écoute, on l'écoutera avec grand plaisir. Donc, cet album qui va sortir autour des Jeux Olympiques. En fait, dès que tu as une idée en tête, tu veux pas de regrets et tu veux tout essayer, quoi. La vie est courte. Je pense Exactement. En fait, c'est cette urgence un peu que tu as ressentie quand ton cousin est parti. Tu te dis, mais en fait, je vais pas faire que du rugby, je vais faire plein d'autres choses, quoi. Si j'ai un rêve, si j'ai une envie, peu importe, je verrai bien si ça marche ou si ça marche pas. Mais le meilleur moyen de savoir si ça peut marcher, c'est d'essayer. Alors, quelle est la troisième date qui a marqué ta vie ? Alors, la troisième date, c'était il n'y a pas longtemps. C'était 9 novembre 2023. Mm-hmm. Et là, ça a été très dur pour moi parce que j'enchaîne 2 opérations. Donc, une opération du doigt. Alors, l'avantage d'être têtu, c'est qu'on peut jouer avec la douleur. Donc, j'ai joué avec une luxation au doigt pendant 3 mois. Vous me faites rire, les sportifs. Il n'y a aucune douleur qui fait que vous ne pouvez pas vous entraîner ou aller au match, quoi. J'ai joué comme ça et en fait, on s'est rendu compte que mon doigt ne tenait plus. Donc, l'os était passé au-dessus. Normalement, ta convalescence aurait dû durer combien de temps et celle que tu n'as donc pas faite ? Je devais pas jouer 2 mois. En fait, j'ai eu ça, c'est trop long pour toi. J'ai eu le chirurgien, je lui ai dit, je vais pas faire 2 mois. Il m'a dit, mais si, c'est 2 mois. Et je lui ai dit que non, j'allais faire 1 mois et que j'avais décidé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'il m'a retiré la broche, je me suis dit, je vais serrer les dents et dans 5 jours, je joue au rugby. Donc, j'ai repris et tout se passait bien.
Sauf que on fait des oppositions contre la Pologne à Marcoussis, donc pour préparer le tournoi de Dubaï. Okay. Moi, mon objectif, c'était vraiment d'être sélectionnable pour Dubaï. Okay. Je voulais absolument, donc saison olympique, je voulais commencer ma saison à Dubaï comme tout le monde. Et première action, ça se passe très très bien. Et deuxième action, mais je me luxe la clavicule vers l'arrière. J'étais pas très loin de l'aorte, donc ils m'ont emmené en urgence dans une clinique spécialisée pour les vaisseaux. Et là, je me suis dit, j'ai fait quelque chose de pas très très bien, je pense. Honnêtement, alors j'aurais pu taper au pied en fait. C'est moi, j'ai surexcité, pleine d'énergie, année olympique, j'ai tout donné. Donc j'ai plongé sur le ballon et j'ai fauché une joueuse en même temps, qui aurait pu se faire très mal d'ailleurs. D'accord. Et le ballon est resté coincé sous mon épaule droite et la joueuse m'est tombée dessus. Ce qui fait que ma clavicule est rentrée. Et à ce moment-là, j'arrive plus à respirer parce que je me suis fracturé également la première côte. Et là, tout de suite, tu regrettes en disant j'étais en surperformance, quoi. Alors, au tout début, j'étais quand même dans le déni. Je me dis ça doit être un truc déplacé, donc il va me le remettre et ça va aller. Sauf qu'en fait, je me relève et je me dis j'arrive vraiment pas à respirer. J'avais le souffle vraiment coupé et je me dis il y a vraiment un problème. Et après, je commence à comprendre que bon, ça va pas et que c'est plus ou moins grave. Au final, on est parti aux urgences et là. Le pronostic qui tombe et on te dit clavicule, opération. Et là, je m'effondre parce que je sortais d'une opération du doigt. Bien sûr. Parce que là, ce qui n'a pas été facile au début, c'est que le chirurgien m'a dit, je pense que tu ne feras pas les JO. Ça se passe en novembre, les JO, c'est là en juin. Tu te dis, mais oui, c'est dans 7 mois, quoi. Donc, c'est ça. Eux, ils présageaient 6 mois. C'est une blessure. Il y avait 0,6% de chance que ce soit ça. C'est-à-dire que c'était quasiment impossible. Ok. C'était quasiment impossible que je puisse me luxer de cette façon-là. Donc, avec la vitesse et le poids, mon épaule n'a pas du tout tenu. Et donc là, je me dis, mais si tout s'arrête, comment je fais ? Je suis pas prête à ce qu'on me dise que je fasse pas les JO. Je voulais pas entendre ça et ça a été très, très dur. Au début, je suis quand même dans le déni. Je me dis que c'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Et honnêtement, j'ai passé une semaine à broyer du noir. J'avais quand même aussi une fracture de la première côte, donc j'arrivais pas à respirer. Donc je pouvais pas me redresser. Au quotidien, même pour me doucher, c'était compliqué. Comme j'arrivais pas à manger, à dormir, et je voulais pas d'aide. Et je suis contente que c'est duré qu'une semaine, parce que ça aurait pu durer plus longtemps. Et pourquoi ça dure qu'une semaine ? Au moment où je réalise que ça va peut-être durer 6 mois, je me dis il faut que je sois accompagnée. Donc j'ai vu quelqu'un, donc j'ai fait appel à un préparateur mental. Donc j'ai commencé. Alors j'ai quelques notions parce que je suis aussi certifiée coach de vie HEC, mais je me suis dit même si je suis certifiée, ça veut pas dire que je serais capable de sortir la tête de l'eau toute seule. Non, bien sûr. Tu avais pas de coach mental avant ça ? Non, on va dire que... Alors, l'avantage aussi du sport collectif, c'est qu'on s'entraide. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, à part s'il y a des besoins très précis, les questions de confiance en soi, d'estime de soi, c'est quand même des choses qui sont différentes à traiter et qu'on n'est pas toutes à même d'accompagner ou de discuter. Bon, c'est même pas notre rôle, j'ai envie de dire. Donc, il y en a certaines qui en voient, mais c'est perso. D'accord, elles décident de le voir en dehors. Exactement. C'est pas dans le staff technique, en fait, vous l'avez pas. C'est marrant parce que maintenant, c'est quasiment dans tous les sports et vous en avez pas. Après, on est accompagné par des psys, mais encore une fois, c'est si on en a envie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu commences le travail avec lui, tu dis, moi, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter que je fais pas les JO. À ce moment-là, je me dis, si jamais je les fais pas, qu'est-ce que je vais faire ? Ça va un peu à la suite du décès aussi de mon cousin, c'est que je me dis, je suis quand même passionnée de musique, j'aime l'animation. Tu te rattaches à d'autres passions. Exactement. Et je me dis, j'ai quand même cette chance-là, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de dépression, de burn-out, en tout cas dans le sport, c'est vrai que quand tu es sportif de haut niveau et que tu fais que ça, c'est dur d'avoir une autre passion. Bien sûr, c'est vrai. T'as pas le temps déjà. Et on te laisse pas le temps d'en trouver une. Et on vous dit souvent penser à l'après, mais en fait, t'es tellement dans ton match, ta saison, etc., ton entraînement, que t'as même pas envie de penser à l'après. Mais l'après, il peut arriver vite, là, comme ça, après une blessure, alors que c'était pas prévu. Tu vois, tu pensais avoir encore 10 ans de rugby. Exactement. Bon, en tout cas, c'est pas le cas parce que tu joues encore et on a parlé de Paris tout à l'heure. Mais raconte-nous les jours qui ont suivi alors. Déjà, j'ai accepté ma blessure. Pour commencer, je pense que ça part de là. Si ça doit se passer comme ça se passera comme ça. Maintenant, encore une fois, comme la perception, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce moment-là ? Je sors mon premier single, justement, et je me dis, il y a quand même du bon à tout ça. Parce que si j'étais partie à Dubaï, j'aurais jamais eu le temps de m'en occuper. Donc, j'ai commencé à m'occuper aussi des projets extra rugby. Oui. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais je sais que je peux le faire. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Ok, il y a la musique, ok, il y a l'animation, mais je me connais, je sais que je peux y arriver et que j'ai fait la moitié du temps. Et au final, mon doigt, alors il n'est pas très beau. C'est pas grave, c'est ton sport, c'est ta marque de fabrique maintenant. Tu as fait qu'un mois sur les 2, là tu te dis au lieu des 6 mois, je peux faire que 3 et revenir à mon niveau. Exactement. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait.
Et c'est ce que j'ai fait. Je me dis, le mental, il est trop puissant. C'est un peu ce truc de déterminer, d'être têtu. Je voulais pas écouter. Et l'avantage, t'es revenu à ton niveau aujourd'hui ? Je suis revenue à mon niveau. Bon, t'es une guerrière. J'ai fait 3 mois et je suis revenue à mon niveau. T'es une guerrière. Mais vraiment, vous avez une force de résilience, les sportifs. Vous êtes des vrais exemples pour nous. Et c'est vraiment top que tu acceptes de venir parler au micro et tous les athlètes qui viennent nous en parler, parce que forcément, on n'est pas bâti comme vous, on n'a pas le mental, mais c'est des beaux exemples, tu vois, de réussite. Et on a vraiment envie de t'encourager. En tout cas, au JO, on est très content que la blessure aille mieux. Et on va être là sur les terrains pour Paris 2024 pour vous acclamer. Et t'as intérêt à avoir la médaille d'or. Pour ton cousin, pour Chérie FM, pour moi, pour tout le monde. Exactement. Comme c'est l'année olympique, je me demande en fait sur cette saison aux athlètes leur plus grand souvenir olympique qui ne leur appartient pas en tant que spectateur. Est-ce que toi, quand tu étais petite, tu regardais le basket ou le volley, un truc qui t'a marqué au JO? C'est Londres 2012. C'est là où je m'assois réellement pour regarder les JO. Je regardais l'athlète. Okay. Et je me dis, mais c'est fou ce truc. En fait, c'est la compétition, l'esprit de compétition que j'adorais. Je regardais les 100 mètres et je me dis, mais ça s'arrête pas, c'est fou, ça va vite. Et c'est pour ça que j'adore le rugby à 7, c'est qu'au rugby à 7, il y a beaucoup d'espace et beaucoup de vitesse. Et puis, t'as le public. Ce que j'aime bien en athlète, c'est qu'entre guillemets, ils attendent le soutien de la foule aussi, ils tapent des mains, etc. Ouais. Donc, je me dis, c'est extra et j'ai envie de vivre ça aussi. Ouais. Donc, en fait, 2012, si je calcule bien, t'as 15 ans, quoi, la petite quinzaine, et c'est comme ça que tu as commencé à regarder les Jeux Olympiques. Est-ce que tu t'étais dit, toi, Séraphine, à 15 ans, tu te dis, je vais en faire partie ? Je m'étais pas du tout, honnêtement, pas du tout. Okay. C'est seulement vraiment quand j'ai commencé à jouer au rugby. En fait, c'est aussi de famille, mais nous, quand on fait du sport, on vise beaucoup l'excellence, honnêtement, dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et l'esprit de compétition, il est d'abord envers soi-même. C'est-à-dire jusqu'où je suis capable d'aller. Ça te donne envie de se battre sur chaque grande mission ou étape de sa vie. Ma petite question signature, c'est de te demander quelle est la prochaine grande date de Séraphine Okemba. Et la prochaine grande date, c'est le tournoi de Singapour, qui aura lieu début mai 2024. Et ça, c'est quoi ? C'est un tournoi qualificatif ? C'est le tournoi de la saison, donc le World Series, on a 6 étapes chaque année. Okay. Et l'objectif pour nous, avant les JO, c'est de gagner évidemment une médaille d'or. Parce que vous procédez toujours étape par étape, c'est ça ? C'est ça. Tu peux pas tout de suite voir le podium de Paris 2024. Non, parce qu'on fait d'abord ce qui fera qu'on gagnera à la fin, c'est ce qui se passera avant. Bien sûr. Tu disais le chemin. Le chemin, voilà. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était passionnant. Prends soin de cette clavicule. Franchement, tu la chouchoutes quand t'es pas sur les terrains. Toujours. Et puis plein de bonnes choses. Et j'espère vraiment qu'on vous célébrera, les filles, parce que vous le méritez. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Haut Niveau, un podcast Chérie FM à retrouver sur le site chérifm.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles et des commentaires. Haut Niveau est un podcast Chérie FM, imaginé, écrit et animé par Sandy Ribert, à la direction des podcasts Sarah Conan, à la réalisation Geoffrey Boulet, à la rédaction en chef Anaïs Kopman et à la production Anne-Cécile Kiri, assistée de Marie Carrette.